Après que j'ai dit non, mon frère a envoyé ses enfants de 10 ans à mon adresse en taxi. Mais il ne savait pas que j'avais déménagé. Et la personne qui y vivait a passé un seul appel téléphonique qui a déclenché des conséquences que mon frère n'avait jamais imaginées. Je m'appelle Megan Lawson. J'ai 34 ans, et j'étais la femme que ma famille appelait quand ils voulaient faire disparaître un problème. À 6 heures du matin, un vendredi, mon téléphone a sonné alors que j'étais dans ma chambre en train de faire une valise noire pour un voyage d'affaires à New York qui pourrait changer toute ma carrière. Avant même que je puisse dire bonjour, la voix de mon frère a claqué dans le haut-parleur comme s'il avait déjà gagné. Tu gardes les enfants ce week-end. J'ai déjà réservé le taxi. Ne commence pas avec les excuses. Je lui ai dit non. Pas peut-être, pas plus tard. Non. J'avais dit non 3 fois cette semaine, et je l'ai répété lentement, clairement, comme si je parlais à un homme au bord d'une falaise. N'envoie pas tes enfants à mon adresse. Je ne serai pas là. Il a ri et m'a dit que j'étais dramatique. Puis il a prononcé la phrase qui a finalement détruit la dernière partie tendre de moi. Ils ont 10 ans. Ils peuvent attendre sur le porche jusqu'à ce que tu arrêtes d'être égoïste. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déménagé de cette maison il y a des mois. Je l'avais vendue discrètement après des années à être utilisée, envahie et traitée comme un service d'urgence gratuit avec une hypothèque. Il croyait toujours que j'étais la même sœur seule dans la même vieille maison, attendant d'être culpabilisée jusqu'à l'obéissance. Mais la personne qui y vivait maintenant n'était pas moi. Et quand 2 enfants effrayés sont sortis de ce taxi à la mauvaise adresse, un seul appel téléphonique a déclenché une réaction en chaîne que mon frère n'avait jamais vu venir. Avant de vous dire ce qui s'est passé lorsque cet appel a atteint les autorités, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment et d'où regardez-vous? Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage car quelque part, un autre paillasson familial est sur le point de réaliser qu'il peut devenir un mur de béton. Le matin où mon frère a décidé de tester mes limites, je n'étais pas assise à la maison à attendre d'être persuadée. J'étais déjà en mouvement. Mon vol pour New York partait à midi, et j'avais une présentation finale prévue avec 3 cadres qui ne se souciaient pas des drames familiaux. Du chantage affectif ou des frères irresponsables qui pensaient que la parentalité était quelque chose que l'on pouvait sous-traiter avec une application de covoiturage. Ma carrière avait été bâtie sur l'évaluation des risques. J'étudiais les schémas, mesurais l'exposition, identifiais les menaces et créais des sorties propres avant que les dommages ne deviennent irréversibles. Malheureusement, le plus grand risque de ma vie avait toujours partagé mon nom de famille. Il s'appelait Dylan. Il avait 37 ans, charmant en public, impuissant en privé et allergique à la responsabilité. Ses enfants jumeaux, Noah et Lily, avaient 10 ans. C'étaient des enfants doux et anxieux qui avaient appris bien trop jeunes à lire la météo dans la voix de leur père. Sa femme, Claire, s'était lassée de le corriger et avait commencé à le conforter à la place. Ensemble, ils vivaient comme si chaque mauvaise décision devenait la responsabilité de quelqu'un d'autre dès qu'il souriait et disait « la famille est de la famille ». Ce matin-là, ils voulaient un week-end dans un complexe de luxe dans les Hamptons, et ils voulaient que j'absorbe le coût de leur liberté. J'ai prévenu Dylan par écrit. J'ai ouvert la discussion de groupe familial et j'ai tapé exactement ce qui devait être conservé, je pars pour New York. Je ne vis plus à mon ancienne adresse. Je ne suis pas disponible pour garder les enfants. Si vous les envoyez là-bas, vous êtes responsable de les laisser en plan à un endroit où je ne réside pas. Ma mère a répondu en premier, Megan, arrête d'être froide. Ton frère a besoin de repos. Mon père a suivi avec, tu ramènes toujours tout à ton travail. Ces enfants sont de ton sang. Dylan a envoyé un emoji qui rit. Puis il a écrit, tu ouvriras la porte. Tu le fais toujours. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était plus un malentendu. C'était un choix documenté. Il avait les faits. Il avait l'avertissement. Il avait le temps d'arrêter. Mais l'arrogance est une maladie étrange. Elle convainc les gens que la réalité se pliera s'ils refusent de la reconnaître. J'ai fait une capture d'écran de chaque message, enregistré la discussion sur mon disque en nuage, les transmise à mon avocate et j'ai fini de faire ma valise. À 10h40 du matin, alors que ma voiture avec chauffeur se dirigeait vers l'aéroport de Logan, Dylan a posté une photo dans la discussion de groupe. Lui et Claire se tenaient devant l'entrée d'un salon privé avec des lunettes de soleil assorties et une légende qui disait « Le week-end des parents commence. Merci, tante Megan, de prendre les jumeaux. » Il construisait son alibi avant même que l'infraction ne se produise.
Il voulait que des témoins croient que j'avais accepté. Il voulait une preuve sociale. Il voulait que je sois piégé par la version publique des événements. Cela aurait pu marcher sur l'ancienne Meghan, celle qui s'excusait en premier juste pour arrêter le bruit, mais l'ancienne Meghan avait disparu le jour où j'ai déménagé. J'avais vendu la maison après l'incident de Thanksgiving. Dylan avait utilisé une clé de rechange que mes parents gardaient pour les urgences et avait organisé une soirée de poker dans mon salon pendant que j'étais en voyage d'affaires. Quand je suis rentré, ma table de salle à manger avait des marques de brûlure, le miroir de ma salle de bain d'invité était fissuré, et ma mère m'a dit que j'étais matérialiste parce que les hommes ont besoin d'espace pour se détendre. C'est là que j'ai réalisé que ma maison n'était pas un foyer pour eux. C'était une buanderie familiale qui se trouvait porter mon nom sur l'acte de propriété. Alors, je l'ai vendue par l'intermédiaire d'un courtier privé, j'ai emménagé dans un appartement sécurisé en centre-ville et j'ai gardé la nouvelle adresse complètement cachée. L'acheteur était un colonel des marines à la retraite nommé Arthur Bell, un homme avec un portail d'entrée verrouillé, des caméras extérieures et la patience d'un mur de granit. À 15h57, Dylan a mis ses enfants dans un taxi devant sa maison de ville. Selon la déclaration ultérieure du chauffeur, il avait l'air pressé, irrité et cher de la manière dont les gens fauchés ont l'air quand ils essaient de paraître riches. Il a donné au chauffeur mon ancienne adresse, a tendu un sac à dos à Noah, a dit à Lily d'arrêter de pleurer et a dit « Votre tante est juste dramatique ». Sonné à la porte jusqu'à ce qu'elle réponde. Le chauffeur a demandé si un adulte serait là. Dylan a répondu « Bien sûr, c'est de la famille ». Puis il est monté dans une autre voiture avec Claire et s'est dirigé vers l'aéroport. Noah et Lily sont arrivés à l'ancienne maison à 16h36. Le ciel s'était assombri, et une pluie froide tombait assez fort pour brouiller les caméras. Ils se tenaient à la porte avec deux petites valises, confus parce que le Porsche avait l'air différent. Les fleurs que j'avais l'habitude de garder avaient disparu. Le paillasson avait disparu. La porte d'entrée avait été peinte en noir. Lily a demandé s'ils étaient au mauvais endroit. Noah lui a dit que papa avait dit que c'était le bon, mais sa voix tremblait quand il l'a dit. Ils ont sonné une fois, puis deux. Puis Noah a frappé. De l'intérieur, le colonel Bell a regardé le moniteur de sécurité et a vu deux enfants à sa porte sous la pluie. Il n'a pas paniqué. Il ne les a pas menacés. Il a ouvert la porte juste assez pour parler à travers la chaîne et a demandé qui il cherchait. Quand Noah a dit mon nom, le visage du colonel a changé. Il a su immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il les a fait entrer, leur a donné des serviettes, les a assis là où ses caméras pouvaient voir qu'ils étaient en sécurité, et a demandé les noms de leurs parents. Puis il a passé un seul appel. Pas à moi, pas à Dylan, pas à mes parents. Il a appelé les services d'urgence et a dit « J'ai deux enfants laissés en plan à ma résidence. Leurs parents les ont sciemment envoyés à une adresse où leur tante ne vit plus. J'ai besoin des autorités locales et des travailleurs sociaux ici immédiatement. » C'était l'appel que Dylan n'avait jamais calculé. Il s'était attendu à de la culpabilité. Il s'était attendu à de l'obéissance. Il s'était attendu à moi. Au lieu de cela, il a eu un colonel à la retraite avec un système de sécurité et aucun attachement émotionnel à nos mensonges familiaux. Au moment où l'avion de Dylan et Claire a atterri à New York, la situation était déjà devenue plus grande qu'une dispute familiale. Deux véhicules officiels étaient garés devant mon ancienne maison. Un agent de la protection de l'enfance était assis avec Noah et Lily dans la cuisine du colonel Bell. Le chauffeur de taxi avait été contacté et avait déjà confirmé que Dylan avait personnellement commandé la course et lui avait demandé de laisser les enfants à l'adresse. La discussion de groupe familial avait été transmise à l'enquêteur par mon avocate. Les horodatage étaient nets. L'avertissement était clair. Les conséquences n'étaient plus théoriques. J'étais dans une salle de conférence au 43e étage d'une tour de bureau de Manhattan quand mon téléphone a commencé à vibrer comme une alarme. D'abord ma mère, puis mon père, puis Dylan, puis Claire. J'ai laissé chaque appel sans réponse. Je n'évitais pas la responsabilité. Je préservais les preuves. Il y a une différence. Quand l'enquêteur Harris de Boston a appelé, je suis sorti dans le couloir et j'ai répondu avec la voix la plus calme que je pouvais trouver. Il a demandé si j'étais Meghan Lawson. Il a demandé si j'avais accepté de garder les enfants. Il a demandé si je vivais à l'adresse où ils avaient été déposés. J'ai répondu non aux trois questions. Il y a eu un long silence sur la ligne.
Puis l'enquêteur Harris a dit, « Mademoiselle Lawson, ce n'est plus un inconvénient de garde. C'est un abandon dangereux d'enfant. » Les mots ont frappé plus fort que je ne l'attendais. J'étais en colère contre Dylan, mais Noah et Lily étaient innocents. Ils n'avaient pas choisi leur père. Ils n'avaient pas choisi le taxi, la pluie ou la porte verrouillée. Une question cruelle m'a traversé l'esprit, si je m'étais précipité pour sauver Dylan encore une fois, aurais-je protégé les enfants, ou aurais-je garanti qu'ils continueraient à les mettre en danger pour toujours? C'est la partie que personne ne vous dit sur les limites. Parfois, le bon choix donne toujours l'impression de marcher sur du verre brisé. À l'aéroport de New York, Dylan envoyait des textos comme un homme toujours convaincu que le volume pouvait remplacer la vérité. Annule tout. Dis-leur que c'était un malentendu. Tu ruines ma vie. Maman dit que tu dois arranger ça. Claire a laissé un message vocal en sanglotant, disant qu'ils étaient interrogés par la sécurité de l'aéroport et que tout le monde les regardait. Elle a dit, « Megan, s'il te plaît. Nous ne pensions pas que tu laisserais vraiment les choses aller aussi loin. » Cette phrase m'a tout dit. Ils savaient qu'il y avait un risque. Ils savaient que j'avais dit non. Ils avaient quand même joué parce que, historiquement, ma panique les avait toujours sauvés avant que les conséquences n'arrivent. À 19h10, Dylan et Claire ont été arrêtés par les autorités pour avoir abandonné les enfants et pour leur comportement profondément irresponsable. Ce n'était pas une scène de film dramatique avec des gens criant au ralenti. C'était pire parce que c'était ordinaire. 2 officiers les ont rencontrés près du retrait des bagages. Dylan a essayé d'en rire. Claire n'arrêtait pas de dire qu'il y avait eu une mauvaise communication familiale. Puis l'agent a lu à Dylan le message que j'avais envoyé avant qu'ils ne mettent les jumeaux dans le taxi, « Si vous les envoyez là-bas, vous êtes responsable de les laisser en plan. » La couleur a quitté son visage. Pour la première fois de sa vie, il ne pouvait pas dire qu'il ne savait pas. Mes parents sont arrivés au poste local avant moi. J'ai pris le dernier vol pour Boston cette nuit-là. Non pas parce que Dylan méritait ma présence, mais parce que les jumeaux avaient besoin d'un adulte dans le bâtiment qui comprenait la vérité. Mon avocate, Nathalie Price, m'a rencontré devant le poste avec un dossier déjà organisé. Elle avait imprimé chaque message, chaque journal d'appel et chaque document prouvant que j'avais déménagé. « Ne parle pas à tes parents seuls », a-t-elle prévenu. « Ils vont te mettre la pression pour que tu changes ta déclaration. » Elle avait raison. Ma mère s'est précipitée vers moi dès que je suis entré dans le hall. Son visage était mouillé de larmes, mais ses yeux étaient vifs d'accusation. « Comment as-tu pu faire ça à ton frère ?» a-t-elle crié. « Pas est-ce que les enfants vont bien? Pas ont-ils eu peur ?» Sa première préoccupation était Dylan. Mon père se tenait derrière elle, la mâchoire serrée, la voix basse. « Tu dois leur dire que tu t'es embrouillé. Dis que tu as oublié que tu avais promis. Dis que ton voyage a changé à la dernière minute. On peut faire disparaître tout ça. » Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. C'était l'homme qui m'avait appris à dire la vérité, me demandant maintenant de mentir à des agents pour protéger son fils de la réalité. « Tu veux que je mente aux autorités ?» ai-je demandé. Il s'est approché. « Je veux que tu protèges cette famille. » Ma mère a attrapé ma main et a murmuré, « Tu as une carrière. Tu peux survivre à un peu d'embarras. Dylan a des enfants. Il ne peut pas avoir ce genre de casier. » Voilà encore le calcul familial. Ma vie était flexible. Sa vie était sacrée. Ma réputation pouvait être dépensée. La sienne devait être préservée. J'ai retiré ma main et j'ai dit, non. Le visage de mon père s'est durci. Fille égoïste. Nathalie s'est interposée entre nous avant qu'il ne puisse s'approcher davantage. Ne menacez pas ma cliente dans un bâtiment officiel, a-t-elle dit, et ne lui demandez plus de fournir une fausse histoire. Derrière les portes vitrées, j'ai vu Dylan pour la première fois. Il était assis dans une petite salle d'interrogatoire, portant toujours sa chemise de vacances, l'air complètement piégé à la table. Il avait l'air furieux, humilié et terrifié. Quand il m'a vu, il a crié à travers la vitre, « Dis-leur que tu avais accepté. Dis-leur que c'est de ta faute. » Je n'ai pas répondu. J'ai seulement levé mon téléphone pour qu'il puisse voir la capture d'écran de ses propres mots. Pour une fois, Dylan n'avait rien à dire qui puisse le sauver. L'audience d'urgence a eu lieu le lendemain matin. Le tribunal de la famille a une sorte de cruauté particulière.
Il est vivement éclairé, formellement poli et rempli de gens qui prétendent que l'effondrement d'un foyer peut être traité en segments de 20 minutes. Noah et Lily n'étaient pas dans la salle. Ils avaient été placés pour la nuit dans une famille d'accueil d'urgence, et cette connaissance pesait comme une pierre dans ma poitrine. Dylan et Claire étaient assis à une table avec un défenseur. Mes parents étaient assis derrière eux, habillés comme des anciens d'église, jouant le deuil pour quiconque les regardait. J'étais assise avec Nathalie, épuisée, sans sommeil et étrangement calme. Le représentant de l'État a exposé les faits avec une simplicité brutale. Dylan avait été prévenu. Claire était présente lorsque le taxi a été commandé. Les enfants avaient été envoyés à une adresse où aucun gardien approuvé ne vivait. Ils avaient été laissés par mauvais temps sans confirmation qu'un adulte les avait accueillis. Dylan et Claire ont ensuite quitté l'État pour un week-end en complexe hôtelier. La déclaration du chauffeur de taxi le confirmait. Les images de sécurité du colonel Bell le confirmaient. La discussion de groupe le confirmait. Mes relevés de vol le confirmaient. La vérité, lorsqu'elle est correctement documentée, devient une pièce verrouillée sans issue. Dylan a essayé d'interrompre 3 fois. La juge lui a finalement dit que s'il parlait à nouveau, il serait expulsé. Claire a pleuré dans un mouchoir et a murmuré qu'elle pensait que Dylan s'était occupé des arrangements. C'était la première fissure dans leur mariage. Dylan s'est tourné vers elle avec de la trahison dans les yeux, comme si elle avait rompu un accord sacré en disant la vérité. Claire a détourné le regard. Puis mes parents ont fait leur coup. Mon père s'est levé et a demandé la garde temporaire des jumeaux par un membre de la famille. Il a prononcé un discours sur la famille, la stabilité, la tradition et l'importance de garder les enfants avec des gens qui partageaient leur sang. Ma mère a pleuré exactement au bon moment. Elle a dit que Noah et Lily avaient toujours aimé la maison de leurs grands-parents. Elle a dit qu'ils avaient des chambres qui les attendaient, des lits chauds, des fournitures scolaires et une maison pleine d'amour. Si je ne les avais pas connus, je l'aurais peut-être cru. La juge a demandé s'ils avaient un logement stable. Mon père a dit oui. Il a dit qu'ils étaient propriétaires de leur maison sans hypothèque. Il a dit qu'ils avaient des économies. Il a dit qu'ils étaient financièrement assez à l'aise pour prendre les enfants immédiatement. Ma mère a hoché la tête, pressant un mouchoir sur son visage. Nathalie m'a jeté un regard. Je savais ce qu'elle demandait sans mots. Es-tu prête à l'utiliser? Je le suis, votre honneur, a dit Nathalie en se levant. L'ambiance dans la pièce a changé. Mon père s'est tourné lentement vers moi, un avertissement dans les yeux. Ma mère a articulé silencieusement, ne fais pas ça. Pendant 34 ans, cet ordre silencieux avait fonctionné. Tais-toi. Ne nous embarrasse pas. N'expose pas les affaires de famille. Protège l'image. Mais les images coûtent cher à entretenir, et j'en avais fini de payer. Nathalie a soumis les documents. 2 ans plus tôt, mes parents avaient failli perdre leur maison après que mon père ait vidé leurs économies pour couvrir les dettes de jeu de Dylan et ses prêts commerciaux ratés. J'avais discrètement acheté la propriété par l'intermédiaire d'une société holding lorsqu'elle a été saisie. J'ai payé les arriérés d'impôts. J'ai payé les frais juridiques. J'ai permis à mes parents d'y rester sans loyer par l'intermédiaire d'un gestionnaire immobilier parce que je croyais encore que la dignité pouvait être un cadeau. Ils n'ont jamais su que j'étais la propriétaire. Ils pensaient qu'un investisseur anonyme avait fait preuve de pitié. En réalité, j'avais maintenu un toit au-dessus de la tête de personnes qui me traitaient d'égoïste chaque fois que je refusais de financer le prochain désastre de Dylan. La juge a lu l'acte de propriété. Monsieur Lawson, dites-vous que vous êtes propriétaire de cette maison sans hypothèque? Il a ouvert la bouche, mais rien d'utile n'en est sorti. Je ne savais pas, a-t-il marmonné. Nous pensions. Vous pensiez mal, a dit la juge. Je n'avais pas fini, a poursuivi Nathalie. Elle a ensuite diffusé le message vocal que mon père avait laissé à 2h13 du matin. Sa voix était indubitable. Megan, tu dois dire que tu avais accepté de les garder. Prends le blâme. Tu es célibataire. Tu peux t'en remettre. Dylan a une famille à protéger. On pouvait entendre la voix de ma mère en arrière-plan disant, dis-lui qu'elle nous doit ça. Dis-lui que nous lui avons donné la vie. L'enregistrement s'est terminé, et la salle était assez silencieuse pour entendre le bourdonnement de la climatisation. Le représentant de l'État a demandé que le placement familial chez les grands-parents soit refusé en raison de mensonges sous serment,
d'instabilité financière et de pressions exercées sur quelqu'un pour mentir. La juge a accepté. Ma mère a poussé un cri aigu. Mon père a crié que je détruisais la famille. L'agent de sécurité s'est approché. Dylan a hurlé depuis la table, « Tu as tout planifié, espèce de sorcière maléfique !» La juge a frappé son marteau si fort que tout le monde a sursauté. « Monsieur Lawson » a-t-elle dit en fixant mon frère. « Vous avez détruit votre famille lorsque vous avez mis vos enfants dans un taxi et que vous les avez utilisés comme moyen de pression. Pas lorsque votre sœur a dit la vérité. » La garde temporaire est restée à l'état pendant qu'un placement familial plus sûr était examiné. Dylan et Claire ont été maintenus en détention en attendant d'autres procédures car le tribunal les considérait comme des risques de fuite. Mes parents ont reçu l'ordre de ne pas me contacter sauf par l'intermédiaire d'un avocat. Et moi, pour la première fois de ma vie, je suis sorti d'une pièce sans porter les conséquences de tout le monde sur mes épaules. Mais la vengeance n'est pas toujours bruyante au moment où elle frappe. Parfois, c'est de la paperasse silencieuse. Parfois, c'est la signature d'un juge. Parfois, c'est l'instant exact où une famille réalise que la femme qu'ils traitaient comme un plan de secours est devenue la personne qui détient toutes les preuves. 3 jours plus tard, l'audience de responsabilité a transformé l'humiliation de Dylan en permanence. À ce moment-là, l'histoire s'était répandue plus loin que nous ne l'avions prévu. Quelqu'un à l'aéroport avait enregistré l'interrogatoire de Dylan. Quelqu'un dans le quartier avait posté un clip flou de véhicules officiels devant mon ancienne maison. Des inconnus en ligne l'appelaient le Papa Taxi. Et bien que je n'apprécie pas la cruauté publique, je comprenais la conséquence poétique quand je la voyais. Dylan avait passé des années à construire de faux récits sur moi. Maintenant, un récit qu'il ne pouvait pas contrôler s'était enroulé autour de sa gorge. L'agent de l'État a présenté le cas comme un abandon délibéré, et non une confusion accidentelle. La défense de Dylan a tenté de faire valoir qu'il croyait que j'étais difficile mais qu'elle finirait par ouvrir la porte. La juge a posé une question simple, donc, il a sciemment envoyé les enfants à un endroit où on lui avait dit qu'aucun adulte responsable ne les accueillerait? La défense n'avait pas de réponse claire. L'avocate de Claire a séparé ses intérêts de ceux de Dylan presque immédiatement. Elle a admis sous interrogatoire que Dylan lui avait montré un texto prétendument de moi confirmant que je garderais les enfants. Lorsque les enquêteurs ont examiné son téléphone, ils ont découvert qu'il avait renommé un ancien numéro secondaire avec mon nom et s'était envoyé un texto. Il avait falsifié les messages pour calmer sa femme. Claire s'est retournée contre lui en pleine audience. « Tu m'as dit qu'elle avait dit oui » a-t-elle murmuré. Dylan a sifflé, « Pas maintenant ». Mais il était déjà trop tard. Un mensonge était devenu 2. 2 était devenu un schéma. Un schéma était devenu un mobile. Puis sont venues les preuves financières. Nathalie m'avait prévenu qu'exposer les problèmes d'argent de Dylan pourrait sembler sale, mais cela allait directement au mobile. Dylan et Claire avaient prétendu qu'ils ne pouvaient pas se permettre une babysitter pour le week-end. Pourtant, Dylan avait payé pour des surclassements d'hôtels, un service de bouteilles et des vols premium. Ses relevés bancaires montraient des dépôts pour des paris sportifs effectués la même semaine où le compte de cantine de Lily était impayé. Claire avait dépensé des centaines de dollars dans un salon de coiffure alors que le dentiste de Noah avait envoyé 3 avis de retard. Leurs enfants n'étaient pas ignorés parce que leurs parents étaient pauvres. Ils étaient ignorés parce que leurs parents étaient égoïstes. Dylan a perdu son sang-froid lorsque l'agent a dit cela. Il s'est levé et a crié « J'aime mes enfants ». La juge a répondu « L'amour sans responsabilité est un sentiment, pas de la parentalité ». Cette phrase est restée avec moi. C'est quelque chose que chaque famille toxique devrait être forcée d'écrire sur un mur. Le résultat a été dévastateur pour lui. Dylan a fait face à de graves conséquences juridiques pour avoir abandonné des enfants, pour un comportement profondément irresponsable et pour avoir manipulé la vérité liée aux faux textos. Claire, qui a coopéré, a reçu des restrictions de voyage strictes et aucun contact non supervisé avec les enfants. Dylan a été détenu dans un établissement d'État. Son employeur, une société de services financiers où il avait à peine survécu grâce à son charme, l'a licencié dans les 24 heures suivant la publication de la nouvelle. L'examen de sa licence professionnelle a commencé la même semaine. L'homme qui m'avait dit que j'ouvrirais la porte ne pouvait même plus ouvrir sa propre porte d'entrée. L'effondrement de mes parents a suivi. Parce qu'ils avaient menti sous serment et tenté de faire pression sur un témoin, leur demande de garde a été non seulement rejetée mais signalée.
Le conseil de leur église a entendu parler de l'enregistrement. On a demandé à mon père de démissionner de son comité financier bénévole. Le cercle social de ma mère, les mêmes femmes qu'elle avait passé des années à impressionner avec des histoires sur sa famille réussie, a cessé de l'inviter à déjeuner. Mais la véritable conséquence est venue de moi. Par l'intermédiaire de mon avocat immobilier, je leur ai signifié un avis formel d'expulsion. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais qu'ils dorment sous un pont. Je l'ai fait parce qu'ils avaient utilisé ma pitié comme une plateforme pour m'attaquer. Le contrat de location qu'ils avaient signé par l'intermédiaire du gestionnaire immobilier interdisait le harcèlement, la coercition et une conduite inacceptable envers le propriétaire ou les représentants du propriétaire. Ils avaient violé les trois. Mon père a appelé Nathalie en hurlant que je ne pouvais pas expulser mes propres parents. Nathalie lui a calmement rappelé qu'ils n'avaient jamais montré beaucoup d'intérêt à me traiter comme leur fille lorsqu'ils exigeaient que je transgresse les règles pour sauver Dylan. Ma mère a laissé un message vocal que je n'ai écouté qu'une seule fois. Megan, s'il te plaît. Nous sommes vieux. Nous avons fait des erreurs. Ne nous punis pas comme ça. Je voulais ressentir de la tristesse. Au lieu de cela, j'ai ressenti de la clarté. Ils n'avaient pas fait une erreur. Ils avaient fait une vie de choix. Chacun reposant sur l'hypothèse que j'absorberais l'impact. J'ai transmis le message à Nathalie et je n'ai pas répondu. La première visite supervisée avec Noah et Lily a eu lieu une semaine plus tard dans un centre de protection de la famille. J'ai été autorisé à les voir, pas encore en tant que tutrice, mais en tant que parente témoin sous surveillance. Lily a couru vers moi et a pleuré dans mon manteau. Noah est resté raide au début, essayant d'être courageux jusqu'à ce que je lui dise que rien de tout cela n'était de sa faute. Alors il a craqué. Il a demandé si son père était enfermé parce qu'il avait sonné à la porte trop de fois. Je me suis agenouillé devant lui et j'ai dit, non. Les adultes sont responsables des choix des adultes. Tu n'as rien fait de mal. C'est à ce moment-là que ma vengeance a changé de forme. Il ne s'agissait plus de faire souffrir Dylan. Il souffrait déjà. Il s'agissait de s'assurer que les enfants n'héritent pas de la croyance que l'amour signifiait être utilisé. Je ne pouvais pas annuler le Porsche, la pluie ou la peur. Mais je pouvais aider à construire un mur entre eux et les gens qui pensaient que les enfants étaient des jetons de négociation. À la fin de la visite, Lily a demandé si elle pouvait vivre avec moi. Mon cœur s'est brisé. La réponse honnête était compliquée. Je voyageais constamment. Je travaillais des heures impossibles. J'avais construit une vie autour de la solitude parce que la solitude avait été le seul endroit où ma famille ne pouvait pas m'atteindre. Mais je savais aussi que la sécurité n'était pas seulement un sentiment. C'était une structure. C'était de l'argent, la loi, la thérapie, l'école et des adultes qui ne mentaient pas. Alors je lui ai dit, je vais m'assurer que tu sois en sécurité. Je te le promets. Pour une fois, j'ai fait une promesse familiale que j'avais l'intention de tenir. 6 semaines plus tard, l'audience de garde à long terme est enfin arrivée. À ce moment-là, la vie de Dylan s'était effondrée plus vite que même moi je ne l'avais prévu. Claire avait demandé le divorce. Son entreprise l'avait licencié, et mes parents avaient déménagé de la maison dont ils se vantaient autrefois d'être propriétaires. Ils vivaient maintenant dans un motel à la semaine, envoyant des messages désespérés par l'intermédiaire de mon avocate, demandant si je reconsidérerais ma position pour le bien de la famille. Ils ne comprenaient toujours pas. Il ne s'agissait plus de fierté familiale. Il s'agissait de 2 enfants qui avaient été utilisés comme des armes dans une guerre d'adultes. Les travailleurs sociaux ont trouvé un placement familial plus sûr avec ma cousine Grace, une conseillère scolaire discrète à Rhode Island qui avait coupé les ponts avec notre famille des années auparavant parce qu'elle refusait de conforter Dylan. Noah et Lily l'ont tout de suite apprécié. Elle ne les a pas interrogés. Elle ne leur a pas demandé de choisir un camp. Elle leur a simplement demandé quels aliments ils aimaient, s'ils préféraient des chambres séparées, et s'ils voulaient aider à planter des tomates dans son jardin. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu les jumeaux se détendre en présence d'un adulte. Mes parents ont tenté une dernière fois d'interférer. Ils ont soumis une déclaration écrite affirmant que j'avais tout manigancé par jalousie et vengeance. Ma mère a écrit que je n'avais pas de vraie famille à moi, et mon père a affirmé que Dylan était un homme aimant qui avait fait une petite erreur. Mais Nathalie, mon avocate, a répondu avec des faits, les textos d'avertissement, le reçu du taxi, les images de sécurité, le faux message de confirmation, le rapport officiel,
la négligence financière et le message vocal où mes parents me pressaient de mentir. Leur performance s'est effondrée sous le poids des preuves. Puis Nathalie a présenté ma proposition. Je ne demandais pas la garde. Je créais une fiducie irrévocable pour Noah et Lily. La fiducie paierait pour le soutien de Grace en tant que gardienne, l'école, la thérapie, les soins médicaux, les soins dentaires et les futures dépenses universitaires. Aucun argent n'irait à Dylan, Claire ou mes parents. Chaque dollar serait protégé par la surveillance du tribunal. La juge m'a regardé attentivement. Mademoiselle Lawson, vous offrez un soutien financier sans chercher le contrôle. Oui, votre honneur, ai-je dit. Ils ont besoin de sécurité, pas d'un autre adulte qui les utilise pour prouver quelque chose. Dylan est apparu par vidéo depuis l'établissement d'État. Il avait l'air plus mince, plus en colère et plus petit que je ne l'avais jamais vu. Lorsque la fiducie a été expliquée, il s'est penché vers l'écran et a lancé. Alors, elle passe pour une héroïne après avoir détruit ma vie. La juge n'a pas scié. Monsieur Lawson, votre sœur finance la guérison de vos enfants du mal que vous avez causé. Choisissez vos prochains mots avec soin. Pour une fois, Dylan a fermé sa bouche. Grace a été approuvée pour la tutelle temporaire avec une voie vers la garde à long terme. Les droits parentaux de Dylan ont été restreints. Claire a obtenu des visites supervisées uniquement. Mes parents n'ont rien reçu. Pas de garde, pas de maison, pas de contrôle. Le système familial qui avait régi ma vie pendant 34 ans s'est effondré en moins d'une heure. Après le tribunal, Dylan m'a appelé depuis l'établissement. Nathalie a enregistré l'appel. Megan, a-t-il dit, la voix rauque. Tu as pris mes enfants, mon travail, mon mariage. Que veux-tu de plus? J'ai regardé la ville et j'ai répondu calmement. Je n'ai rien pris. Le système a protégé tes enfants. Tes choix t'ont coûté ton travail. Tes mensonges ont mis fin à ton mariage. Nos parents ont perdu leur maison parce qu'ils ont essayé d'utiliser ma pitié contre moi. Tu continues d'appeler les conséquences un vol parce que tu n'as jamais rien payé honnêtement. Il est resté silencieux. Puis j'ai mis fin à l'appel. Cette nuit-là, j'ai signé les documents de la fiducie. Cela m'a coûté plus d'argent que Dylan n'en avait jamais gagné en un an, mais cela a acheté quelque chose d'inestimable, la liberté. Noah et Lily seraient en sécurité. Grace aurait du soutien. Dylan n'aurait aucun accès à mon portefeuille, à ma culpabilité ou à ma vie. Dylan voulait un week-end sans responsabilité. Au lieu de cela, il a créé un dossier permanent de qui il était vraiment. Mes parents voulaient que je brûle mon avenir pour sauver son image. Au lieu de cela, leur image a brûlé, et j'étais toujours debout. 6 mois plus tard, j'ai visité la maison de Grace un samedi après-midi tranquille. Elle était petite, chaleureuse et imparfaite de la meilleure façon possible. Il y avait des chaussures boueuses près de la porte, des devoirs d'école sur le réfrigérateur et 2 vélos dans l'herbe. Noah avait l'air plus grand. Lily avait coupé ses cheveux aux épaules et m'a fièrement dit qu'elle apprenait le violon. Ils n'étaient pas guéris par magie, mais ils avaient l'air plus en sécurité. Leur sourire ne ressemblait plus à des demandes de permission. Grace m'a serré dans ses bras à la porte. La fiducie a couvert la thérapie de Lily et la chirurgie dentaire de Noah, a-t-elle murmuré. Tu as changé leur vie. J'ai secoué la tête. C'est toi qui les élèves. Et tu as fait en sorte que je puisse le faire, a-t-elle dit. Plus tard, Noah m'a montré la cabane dans les arbres qu'il construisait dans le jardin. Elle était tordue, inachevée et probablement un peu dangereuse, mais il avait dessiné des plans dans un cahier et étiqueté chaque planche. Grace dit que je devrais mesurer 2 fois, m'a-t-il dit. C'est un excellent conseil, ai-je dit. Puis il a baissé les yeux et a demandé, es-tu toujours en colère contre papa? Je me suis assise à côté de lui sur l'herbe. Je me souviens de ce qui s'est passé, ai-je dit prudemment. Et ce souvenir m'aide à faire des choix plus sûrs. Mais rien de tout cela n'était de ta faute. Il a hoché la tête doucement. C'était suffisant pour le moment. Avant de partir, Lily m'a demandé si je viendrais à son concert d'école en décembre. La question m'a presque brisé parce qu'elle était si simple. Pas de culpabilité, pas d'exigence, juste un enfant demandant à un adulte de se présenter. Oui, ai-je dit. Je serai là. Ce soir-là, de retour à mon appartement, j'ai vu un message bloqué de Dylan. Megan, les choses sont chères ici.
Je sais que tu as mis de l'argent de côté pour les enfants. Je suis toujours ton frère. Ne me laisse pas sans rien. Il n'y avait aucune excuse. Aucune mention de Noah pleurant sous la pluie. Aucune mention de Lily frissonnant sur le porche d'un étranger. Aucune responsabilité. Juste le besoin portant un nouveau masque. J'ai supprimé le message sans répondre. Puis j'ai ouvert une photo que Grace avait envoyée. Noah et Lily se tenaient dans le jardin avec des pinceaux, leurs visages striés de peinture bleue après avoir décoré la cabane. Derrière eux, Grace riait. Ce n'était pas la famille que j'avais autrefois imaginée pour moi. C'était mieux parce que c'était honnête. Je suis allé sur mon balcon avec une tasse de thé et j'ai regardé la ville. Pendant des années, j'ai pensé que la paix ressemblerait à une victoire. J'ai pensé que la vengeance serait bruyante, dramatique et excitante. Mais la vraie paix était plus silencieuse. C'était un téléphone qui ne contrôlait plus mon pouls. C'était une adresse que personne ne pouvait utiliser contre moi. C'était de l'argent utilisé avec intention plutôt qu'avec culpabilité. C'était savoir que dire non ne me rendait pas cruel. Cela me rendait libre. Mon frère a envoyé ses enfants de 10 ans à mon ancienne adresse en taxi parce qu'il croyait que j'ouvrirais toujours la porte. Il avait tort. La porte avait disparu. La femme dont il dépendait avait disparu. Et la nouvelle femme qui se tenait à sa place comprenait quelque chose de puissant, la meilleure vengeance n'est pas toujours de crier, de supplier ou de s'expliquer. Parfois, la meilleure vengeance est de garder les preuves, de dire la vérité et de laisser les conséquences arriver exactement là où elles doivent être. Alors si votre famille n'appelle que lorsqu'elle a besoin d'argent, de silence, de travail ou de sauvetage, posez-vous cette question, vous aime-t-il, ou vous utilise-t-il comme l'adresse où il déverse tous les problèmes qu'il refuse de porter? J'ai changé mon adresse. J'ai changé ma vie. Et pour la première fois, personne d'autre n'avait la clé. Nous apprécions vraiment tous ceux qui ont regardé cette histoire jusqu'à la fin. Tous les événements et situations de cette vidéo sont fictifs et créés uniquement à des fins narratives et éducatives. Nous espérons que cela vous rappelle que parfois les fins les plus douloureuses deviennent les débuts les plus clairs. Lorsque les mauvaises personnes quittent votre vie, de l'espace s'ouvre pour le respect de soi, la guérison et de meilleurs choix.